Merci d'être avec nous. La deuxième partie de Midi News avec la minute de silence en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard. Nous allons en parler également. La prise de parole ce matin dans le Figaro de la mère de la petite Lola. Et puis on reviendra sur ces images chocs. C'était samedi en Gironde. Nous y reviendrons notamment avec Denis Jacob. Bonjour à vous. Bonjour Sonia. Merci d'être là. Vous êtes ancien policier, mais policier toujours, j'imagine. Directeur de sécurité consulting. On va parler de ces images de la honte qui ont beaucoup choqué. Mais tout d'abord, c'est important parce qu'il y a le défi de l'islamisme, mais il y a aussi, pour Thibault de Montbrial, et Denis Jacob va nous éclairer à ce sujet, une conjonction entre deux phénomènes. Et là, qui font courir de graves dangers à notre pays, dit-il, en tous les cas, c'est l'islamisme et la mexicanisation, pas seulement de Marseille, mais de plusieurs autres villes. Écoutons-le. L'autorité de l'État étant en train de s'émietter et sans doute de commencer à s'effondrer, d'autres autorités viennent remplacer l'islamisme, qui est un système politique, et la mafia autour des trafics de stupes, qui est une autre organisation sociale. Donc d'autres lois, mais qui nous vient d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que nous vivons une mexicanisation de notre pays, à la fois une islamisation et une mexicanisation. Mexicanisation et islamisation. Est-ce que vous l'avez constaté également sur le terrain, Denis Jacob? On a souvent parlé de cette jonction entre certains gangs, certains groupes et l'islamisation de la société. Est-ce que c'est le cas? Alors sur l'islamisation de la société, je serais beaucoup plus prudent. Je ne suis pas spécialiste du sujet en matière avec la mexicanisation des trafics, mais en tous les cas, la mexicanisation des trafics en France, oui, on y vient. On n'y est pas encore, fort heureusement. Parce que, on y sera quand, c'est-à-dire on n'a pas envie d'y être. Jamais, mais je veux dire, c'est quoi pour vous, à partir de quel moment vous direz ça y est, nous y sommes? On y est à partir du moment où les réseaux de trafiquants imposent leurs lois face à la loi de la République. C'est pas déjà le cas? Et là où je suis content, c'est que nous venons de démontrer que la loi de la République était plus forte que la loi de la mafia avec l'affaire de Cavaillon, où nous venons de procéder à l'identification, à l'interpellation de deux auteurs présumés des incendies des véhicules de police. Ils ont été écroués, mis en examen et écroués. Mis en examen, c'est pas condamné. On est d'accord, mais ils sont quand même écroués. Oui, donc, pour une fois, je dirais, on a une justice derrière qui a répondu avec fermeté. Et donc, on démontre déjà l'efficacité du travail de la police, la rapidité, je l'avais dit la semaine dernière sur ce plateau, Sonia, que nous les identifierions et que nous les interpellerions, c'est chose faite. Et fort heureusement qu'aujourd'hui, la loi de la République exercée par la police est encore efficace. Bien sûr, mais il faut derrière qu'au niveau de la justice, on ait toutes les réponses adaptées. C'est intéressant ce que vous avez dit, Denis. Vous dites la loi prime. D'autres disent non, mais il y a des zones d'un autre droit. D'ailleurs, on ne dit pas des zones de non-droit, c'est d'un autre droit. Par exemple, Thibault de Montbrial, ce qu'il dit, j'aimerais vous le soumettre à tous, il dit aujourd'hui le butin, l'argent et les armes détenues par ceux qui imposent une forme de mexicanisation à certaines villes comme Marseille peut passer aux mains justement de ceux qui ont un projet terroriste islamiste. C'est pas tant l'idéologie. Oui. Alors vous avez raison, Sonia. D'ailleurs, il a été clairement établi, malheureusement, dans des actes passés de terrorisme, que ceux qui étaient passés à l'acte avaient antérieurement un passé de délinquants dans les milieux de trafic de drogue. Ça, c'est indéniable, c'est démontré. Et oui, on a un glissement qui est en train de s'opérer, il ne faut pas le nier. Alors, fort heureusement, pas de manière forte, mais ça commence. Et donc, il faut que nous soyons réactifs au niveau de l'exercice de la force avec la police, mais aussi l'exercice de la loi par une justice ferme. Vous disiez, donc, islamisation, mexicanisation, vous avez raison, vous dites attention à la jonction, on l'a vu dans des cas avec des profils particuliers. Thibault de Montbrial, qui aussi voit les signaux faibles, tout comme vous, il connaît très bien le travail des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, dit que cette jonction, aujourd'hui, Vincent, c'est de plus en plus ténue. Avant, il y avait vraiment une frontière. Aujourd'hui, il dit que les cloisons, malheureusement, sont en train de tomber une à une. Pour que je comprenne bien et que tout le monde comprenne bien, ce que vous appelez la jonction, c'est un lien entre le trafic de drogue et l'immigration ? Non, l'islamisme. Ah, non. L'islamisme. Ah bon. Et est-ce que vous voyez, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous voyez un lien entre l'immigration et le trafic de drogue ? Je vous pose la question parce que on sait qu'il y a 6 millions de consommateurs de cannabis, 500 000 consommateurs de cocaïne, 250 000 personnes qui vivent du trafic de drogue en CDI, si vous préférez, et
12 000 qui vivent en CDD. Bon. Avec un chiffre d'affaires de 6 milliards. Moi, je suis très étonné, je vais vous dire, je suis très étonné que dans les grandes villes, Marseille, etc., je comprends. Maintenant, Cavaillon, les villes de plus en plus... Oui, mais Cavaillon, c'est la zone d'influence de Marseille. Voilà, sont gangrénées. Il y a d'autres villes qui sont gangrénées par le trafic de drogue, etc. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que c'est réel, est-ce que ça ne l'est pas, etc., un lien entre trafic de drogue et immigration? Pourquoi je vous pose la question? Le ministre de l'Intérieur l'a dit. Il l'a dit. Non, mais Gérald Darmanin l'a dit lui-même. Il l'a dit, mais il faut être plus précis, parce qu'il me semble que les mineurs isolés qui arrivent sur notre pays sont des candidats formidables pour ce qu'ils appellent la Aujourd'hui, c'est eux qui sont enrôlés. Ce qui me gêne, c'est quand on dit mexicanisation d'un côté, ça voudrait dire des cartels, etc. Et puis islamisation de l'autre. La Z Mafia, c'est un cartel. C'est pas aussi simple que cela. Vous imaginez bien de dire le trafic de stupéfiants, l'islamisation, c'est lié à l'immigration. Les problèmes que l'on a en matière de trafic de stupéfiants sont là où nous avons concentré la France pendant des décennies des populations immigrées qui sont venues travailler en France. Et aujourd'hui, ceux qui tiennent les trafics de drogue sont des jeunes Français issus de l'immigration dans des quartiers où il n'y a pas eu de mixité sociale. C'est-à-dire qu'on a cantonné au même endroit les mêmes personnes, des mêmes origines. Et aujourd'hui, on a affaire à la 3e ou la 4e génération de personnes dont les parents et grands-parents se sont globalement intégrés à la société française, qui sont venus travailler, qui sont venus, qui sont venus ils ont mis le pied, qui ont dit à leurs enfants, à Rome, fais comme les Romains. Mais c'est pas. Mais on a quand même beaucoup, et fort heureusement, beaucoup de gens qui sont venus de l'étranger dans le cadre d'une immigration légale, qui se sont insérés, en tous les cas, qui n'ont pas fait parler d'eux dans la société française. Pas de ça. Mais vous avez entièrement raison de le préciser. Là, aujourd'hui, ce qu'on aimerait comprendre, c'est que s'il y a ces jonctions avec possiblement une circulation d'armes importante, il y a le travail de la police et en amont celui du renseignement également. J'imagine que le renseignement aujourd'hui travaille sur ces domaines idoines, si je puis dire. Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'en ce qui concerne le trafic d'armes, c'est majoritairement un trafic issu de l'Europe de l'Est. Ça vient vraiment de l'Europe de l'Est. Donc il y a cette problématique de la circulation des armes. Compte tenu que c'est majoritairement des jeunes issus de l'immigration qui tiennent les réseaux de trafic de stupéfiants dans les quartiers difficiles, sont majoritairement de confession musulmane. De là à dire que pour autant on entre dans le cadre d'une islamisation, j'en suis moins sûr, mais je me répète, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas spécialiste de l'islamisation en France. Donc je me garderai bien de tout commentaire sur le sujet. Il ne faut pas l'écarter, mais il ne faut pas non plus dire que c'est absolument l'alpha et l'oméga du problème aujourd'hui que l'on rencontre dans notre travail au quotidien. Okay, peut-être tout d'abord, et je le dis également en régie, je voudrais revenir, puisque vous êtes avec nous, Denis Jacob, c'est vrai que ce sont des images qui ont beaucoup choqué. J'ai dit la honte, le déshonneur, parce que ce sont des extrémistes qui s'en prennent ainsi aux forces de l'ordre, qui piétinent un uniforme, de gendarmes qui visent quand même avec des tirs de mortier, un hélicoptère. Ça s'est passé samedi contre la ligne. D'ailleurs, quand je dis contre la ligne à grande vitesse du sud-ouest, il y a c'est même pas une disproportion. Il y a un fossé, il y a un monde entre venir manifester, comme ça s'est toujours passé en France, contre certains grands projets. Parfois, d'ailleurs, l'État a souvent reculé. Et ce que l'on voit, on se dit, qu'est-ce que ces personnes ont en commun avec le projet qui est absolument rien. Sonia, voilà. Absolument rien. Là, on voit quoi? On voit tout simplement des voyous, des anarcho-gauchistes qui sont uniquement là pour s'en prendre aux forces de sécurité. Avant de venir sur votre plateau, j'ai pris connaissance d'un long tweet des soulèvements de la Terre, qui fait une succession de messages où ils sont parfaitement solidaires de ce qui s'est passé, de ceux qui s'en sont pris au véhicule. D'ailleurs, le véhicule qui a été incendié, il a été tagué comme quoi c'était en représailles du passage de l'hélicoptère la veille dans la nuit. Je rappelle que c'est une occupation illégale d'un terrain, que c'est une manifestation, sauf erreur de ma part, qui n'est pas déclarée, donc qui est illégale. Vous avez raison, on n'est plus là. Donc, voilà. Et encore, avec tout ce qu'on a vécu par le passé, on pourra remarquer que les forces de l'ordre se sont quand même globalement tenues à distance
pour une fois de plus qu'on vienne pas. Attends, Denis Jacob, mais ça, c'est une décision politique. Oui, mais c'est ça. C'est une décision politique. C'est une décision. Mais oui, parce que si on se tient pas à distance, c'est un peu comme tous les. Si vous voulez, c'est comme tous les événements qu'on a connus dans l'institution police-gendarmerie de drame. Ne refaisons pas Sivins, ne refaisons pas Sainte-Soline. Donc l'état de droit donc forcément, on nous dit vous assurez la sécurité, mais vous évitez d'être en contact direct. Qu'avait dit l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, une phrase qui avait été commandée pendant des semaines. Des éco-terroristes. Mais les éco-terroristes, ils sont là, ils narguent. Et on revient sur éventuellement les solutions. Venez tout le monde, on prend la caisse. Une dizaine d'éléments radicaux acharnés contre cette voiture de gendarmerie. Mettez des gants! Mettre des gants, des cagoules, dissimuler son visage pour ne pas être identifié et rendre le travail des enquêteurs plus difficile. Dans ce cas précis, une peine d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende est prévue par la loi pour dissimulation du visage. Ces auteurs mettent des cagoules pour échapper à la justice. En tout, 3 personnes ont été interpellées. Cette voiture de gendarmerie a été incendiée pour tenter de ne laisser aucune empreinte ni ADN. Les auteurs encourent 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. À chaque fois, d'ailleurs nous-mêmes, nous avons cette phrase, cette expression, un cap a été franchi. Mais il a tellement été franchi le cap que je ne sais plus où on est arrivé en réalité. Oui, parce que malheureusement, il y a la réalité du terrain, celle à laquelle sont confrontés les policiers et les gendarmes au quotidien, c'est-à-dire l'ultraviolence. Et puis vous avez les décisions politiques ou les non-décisions politiques où il faut ménager la chèvre et le chou, où dès lors que les forces de l'ordre vont passer à l'acte, c'est-à-dire une charge pour interpeller, eh bien tout de suite, ça va faire polémique, ça va être des violences policières. Vous avez raison, ça va même plus loin, c'est-à-dire cette manière de piétiner ici un uniforme, d'abord, et même pour Cavaillon, c'est déshumaniser le policier et le gendarme. C'est-à-dire c'est même plus le camp adverse, c'est même plus l'ennemi, ce n'est plus rien. Il n'y a même plus d'empathie. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, mais il n'y a plus, aucun respect. Là, on est passé. Il n'y a plus aucun respect, mais le système de notre société est fait que de toute façon, quand bien même on va les interpeller, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est ça, moi, la question aujourd'hui. C'est quand vous dites les policiers n'ont pas chargé, en tout cas se mettent par décision politique un peu loin. J'allais dire, on peut le comprendre, mais en réalité, on ne le comprend pas. Est-ce qu'on assume aujourd'hui l'autorité? Est-ce que ce n'est pas un pays qui a renoncé simplement à se dire, voilà, moi l'autorité, je dis il faut de l'autorité, mais j'y renonce. La preuve, une chose que je ne m'explique pas, par exemple, mais vous allez me l'expliquer, hein, parce qu'il y a des raisons, c'est parce que je dois être très, très, très naïf ou très péremptoire sur ces questions, mais lorsque j'entends, par exemple, la semaine dernière, 2 voitures de police brûlées devant le commissariat, je comprends pas. C'est-à-dire que je me dis, alors même que les assaillants sont en train de brûler les voitures, pourquoi est-ce que la police ne sort pas pour aller au contact direct? Vincent, ils étaient 3 fonctionnaires de police. Non, mais le commissariat Cavaillon. Oui, vous êtes. Il faut savoir, on est à Cavaillon, une commune de 25 000 habitants, avec une défaillance en nombre d'effectifs. Ça a été dit à maintes reprises par mes collègues des différentes organisations syndicales qui ont pu d'ailleurs intervenir sur votre chaîne. Et on est de nuit. Et la nuit, il y a un nombre inférieur de policiers qu'en journée. Parce que les faits de délinquance et de criminalité sont moindres par rapport aux faits du jour. On a désarmé idéologiquement, culturellement, moralement, politiquement. Physiquement. Non, mais concrètement, on l'a désarmé, Sonia. Par contre, on les a armés, eux. Oui. Ils se sont armés. Si vous me permettez, Sonia, imaginez un peu, Vincent, les 3 policiers, ils ne sont que 3, mais imaginons, ils sortent. Oui. Bien sûr. Quel est leur moyen de défense? Ils vont utiliser leur arme de service? Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Voilà, après, c'est les policiers qui seront incarcérés. Donc il y a aucune raison. Donc par conséquent, j'entends tout à fait ce que vous dites et je souscris à ce que vous dites en plus. Mais il n'y a donc aucune raison pour que ce qu'on voit là à l'image ne se reproduise pas. Vous vous souvenez quand il y avait ces manifestations et qu'il y avait eu une voiture de manifestation d'ailleurs contre, soi-disant, les violences policières, qu'il y avait eu cette voiture qui avait été prise à partie. Il y avait des individus cagoulés qui couraient derrière. Un fonctionnaire de police est descendu. Arme au poing. Arme au poing. Il ne l'a pas utilisée. Il a dû s'expliquer. Alors qu'à l'intérieur, on m'a dit qu'il y avait une policière qui a été dans un très grand moment d'émotion, qui a eu très très peur de ce qui allait se passer. Mais je veux dire, regardez le sang-froid de cette image, elle m'a glacée.
il y a une horde qui vous court derrière. Les policiers brûlés dans le véhicule aussi à Châtillon. Oui, à Viry-Châtillon, ça c'est encore une autre affaire, mais on va dire que je focalise sur eux, mais l'affaire de ce collègue dont vous parlez, qui a été obligé de se justifier, il a été obligé de se justifier pourquoi ? Parce que derrière, il y a eu une polémique politique avec toujours les mêmes qui ont crié au scandale parce que c'était un policier qui sortait son arme. Eh bien, alors Donc la France insoumise qui est toujours en train de vilipender l'action de la police. Eh bien, nous verrons des scènes comme celle-ci. Et c'est par ces discours politiques qu'on a ce genre d'énergumènes qui se sentent forts en se disant de toute façon, on aura des soutiens derrière nous politiques. D'ailleurs, ça a été le cas quand il y a eu la demande de dissolution des mandataires par Gérald Darmanin. Et d'ailleurs, la preuve, là, maintenant, il continue. Où sont tous ces tenants de l'autorité qui, chaque matin, avec des paroles martiales, nous disent c'est plus possible? Parce que là, moi, je peux être ministre demain et je vous dis, écoutez, un uniforme de gendarmerie piétiné, c'est la République qui est piétinée. C'est vrai. Et après, oui. Mais après, on fait rien. Après, il n'y a rien derrière. Là, c'est une fois de plus, on a un véhicule qui est dégradé. Comme à Cavaillon, ce sont des actes criminels. Alors, il y a des peines. Délictuelles. Des peines, il n'y a jamais eu de peine. À Cavaillon, ça a été qualifié de criminel. Oui, attention, mais là, s'il y avait eu mise en danger... Là, il va y avoir quoi comme décision de justice sur les interpellés? Déjà, il va falloir... Mais il va falloir démontrer que ce sont il va bien falloir démontrer que ce sont eux qui ont bien attaqué mais comme ils sont cagoulés, leur argument de défense va dire que c'était pas eux. Voilà. Et derrière, une fois de plus, il n'y aura rien. Donc il y a un moment où il y a le discours politique. Bon, c'est bien, ça fait plaisir. Quand on soutient les policiers, ça nous fait plaisir. Mais derrière, on a besoin d'actes. Et les actes, c'est pas que le ministre de l'Intérieur qui peut le donner. C'est aussi l'injustice. Et puis, je vais vous dire, c'est toute une hiérarchie, une administration. Ça va au-delà de la justice. C'est aussi de la terre, ils n'ont pas été dissous à cause de qui choisis, le ministre. Conseil d'État. Bon, donc à un moment donné... Il y avait dissolution parce qu'ils n'attaquaient pas les personnes, ils attaquaient les biens, que derrière d'autres associations qui font l'expropriation et qui font l'occupation de biens soient également dissous. Mais je rajoute juste quelque chose. On reproche beaucoup aux politiques d'utiliser des mots MOTS. Quand ils disent en guerre, c'était le mot préféré de notre président de la République, je rappelle pour quand on est en guerre, on est en guerre, on tire. Là, moi j'ai des témoignages de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Non mais on peut pas. Rappelez-vous. On peut pas. Moi je suis obligée de vous le dire. Non mais on tire. Je peux pas vous dire on tire sur des gens qui manifestent. Je dis pas on tire sur des gens. Soit on est en guerre, soit on ne l'est pas. Un politique peut pas dire on est en guerre et se tenir comme si et passer des consignes comme si on l'était pas. Mais c'est la hiérarchie qui se planque parfois. Je sais bien. Évidemment. Et par exemple à Sainte-Soline, moi j'ai des témoignages, j'ai des amis qui sont au GIGN et compagnie. Vous vous rappelez l'histoire de ce gendarme qui n'est pas, soi-disant, pas pu être sauvé qui a eu le SAMU a mis beaucoup de temps à venir parce que, soi-disant, la police empêchait les gens de venir. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la violence était telle, on m'a raconté que c'était vraiment un terrain de guerre, qu'ils ont dû appeler des médecins de terrain de guerre pour pouvoir l'exfiltrer. C'est ça qui a pris du temps. Si on ne prend pas la mesure qu'en face, il y a des gens qui tirent là, on a entendu, le général Cavalier a dit, on tire à l'arme à feu. Donc, tir à l'arme à feu, c'est-à-dire qu'en face, ils n'ont pas le droit de riposter. Une courte pause et on se retrouve. À tout de suite. On va continuer à en parler, bien sûr. Audrey, alors à l'instant, quand on a parlé de ce qui s'est passé en Gironde, on a eu une conversation un peu animée, en tous les cas vive, passionnée sur le fait comment un policier d'abord peut se protéger et intervenir. Et j'ai dit, on va quand même pas tirer, en tout cas, j'ai dit ainsi, me semble-t-il quand même, sauf si on est en légitime défense. Alors, quelques réactions. On dit, mais alors quand est-ce qu'un policier peut... Je dis que ce sont des réactions sur les réseaux sociaux. C'est vocal, attention. Alors quand est-ce qu'un policier peut encore tirer dans ce pays ? Mais Sonia, mais heureusement que les policiers ne tirent pas. Et il faut saluer leur professionnalisme et leur sang-froid à gérer tous les problèmes de notre société sans avoir à utiliser leur arme de service. Parce que s'ils l'utilisent dans n'importe quelle circonstance, en faisant fi des règles de la légitime défense, c'est un policier qui va être incarcéré. On a des affaires qui sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. Mais là, ils sont avec des armes de guerre face à vous. Oui, bien évidemment. Si on se fait tirer dessus, bien évidemment que les règles de la légitime défense sont réunies et qu'on peut riposter. C'est une présomption de culpabilité pour le policier. Mais une fois de plus, le policier qui va tirer, il va y avoir, vous le dites très justement, une présomption de culpabilité sans même savoir dès le départ si les règles de la légitime défense étaient réunies. Aujourd'hui, on a une présomption d'innocence pour les délinquants et on a une présomption de culpabilité pour les policiers et les gendarmes. Attristé. Cet uniforme, ces voitures, maintenant malheureusement
presque, j'allais dire, il ne faut pas le dire, on s'habitue, mais l'uniforme piétiné, comme si le drapeau était... Sonia, c'est une démonstration qu'il n'y a plus d'autorité, de respect d'autorité dans ce pays. Mais vous savez, je reviens à la charge, mais quand vous avez des politiques qui disent à des policiers qui sont en train de faire un service d'ordre sur une manifestation, suicidez-vous, ou la police tue, ou la police assassine, il ne faut pas s'étonner derrière que nous ayons un certain nombre d'individus qui se comportent de la sorte. Bien. Oui, mais alors, sur la loi, semble-t-il, une nouvelle loi immigration pour 2025. On a écouté tout à l'heure Gabriel Attal, on a écouté Didier Migaud, je voudrais vous faire écouter Sandrine Rousseau, qui ne voit pas du tout... Non, mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, j'ai dit, moi, quel est l'intérêt d'une nouvelle loi ? Et certains ont dit, mais si, on pourrait rallonger le délai de rétention en CRA. Certains disent que ça aurait pu, je ne veux pas rentrer dans ces sites très compliqués, mais ça aurait pu sauver la vie de Philippine dans ce cas-là. Alors, dans ces cas-là, revenir simplement à la moyenne européenne, vous vous rendez compte, rejoindre l'Allemagne sur la durée de rétention. 210 jours. Effectivement. Écoutons ce qu'en pense Sandrine Rousseau. On se perd nous-mêmes, on perd nos valeurs, on perd notre éthique. Et moi, je peux tout entendre sur l'immigration, je peux entendre tous les discours, mais à un moment, nous sommes la patrie qui avons mis au fronton de tous nos bâtiments publics liberté, égalité, fraternité. Là, les centres de rétention, pour en avoir visité plusieurs, je vous promets que ce sont des centres de l'enfer. Mais vraiment des centres de l'enfer. Pour des personnes qui n'ont fait ni crime ni délit. Non, mais c'est scandaleux. On parle aussi de QTF, qui sont dangereux, qui sont menaçants. Voilà où nous en sommes. Sonia, si je peux réagir sur ce sujet qu'est la loi de l'immigration. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. On parle d'une loi de l'immigration pour régler quoi ? Pour régler des problèmes de l'immigration illégale, clandestine. On n'aborde pas la question de l'immigration légale, l'immigration choisie. On n'est pas dans ce débat-là. Et quand j'entends... Madame Lucie Castet voulait régulariser tous les sans-papiers. Oui, non, mais... Oui, mais c'est ça. Vous savez, moi, il y a des personnes en France qui sont venues dans le cadre de l'immigration légale, qui ont obtenu un titre de séjour provisoire, qui, entre-temps, n'ont pas réussi à le faire renouveler, qui sont donc en situation irrégulière, mais qui payent un loyer, qui travaillent, qui payent des impôts. C'est normal qu'ils travaillent s'ils sont d'une qui manière payent des illégale. Impôts en France. Je croyais que le travail au noir était illégal. Ces personnes-là, moi je le dis très clairement, alors je vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais ces personnes-là, elles doivent être régularisées. Elles participent à l'économie de la France. Pourquoi elles ne seraient pas régularisées ? Parce qu'elles sont illégales. Non, elles sont rentrées de manière légale avec un temps de présence. Oui, dans ce temps de présence, elles ont trouvé un emploi. Ils n'ont pas pu, pour je ne sais quelle raison, faire renouveler leur titre de séjour et donc se retrouvent dans une situation irrégulière. On n'est pas dans le cadre de personnes qui sont passées illégalement en France et qui se trouvent dans une situation où ils viennent pour prendre des droits et surtout pas les devoirs.